Donc si Roland est le fils de Catillus et si Catillus est le chef des Vikings de Gascogne, normalement, on devrait trouver trace de relations diplomatiques entre la Gascogne et la Normandie. Et effectivement, l'histoire de Normandie va être très compliquée à ses débuts et à deux reprises, elle va être sur le point de disparaître et à deux reprises, elle sera sauvée par un homme nommé Harald. La première fois, c'est en 942, Guillaume Longuepée, le fils de Roland, est assassiné. Il a un fils qui a une dizaine d'années, Richard, et le roi de France va dire je prends le petit sous ma protection et je nomme un comte franc à la tête de Rouen. Et il est évident que si un malheur arrivait au jeune duc, eh bien la Normandie automatiquement se retrouverait rattachée au royaume de France. Et comme les risques d'accident étaient quand même assez importants, le garde du corps du jeune duc, qui l'avait suivi en simili-captivité, va organiser son évasion. Et durant cette période, une flotte viking va débarquer en Normandie, commandée par un chef nommé Éric, et le roi de France va s'avancer contre lui et l'écraser dans une bataille. Et manifestement, cet Éric venait au secours du jeune Richard. Peu de temps après, une autre flotte arrive à Cherbourg, et elle va y patienter quelques semaines. Et lorsqu'enfin elle s'approche du continent, entre guillemets, elle débarque à l'embouchure de la Dive, et là, le roi de France, au lieu de venir l'affronter, vient négocier avec son chef. Ça veut dire que le roi de France connaît le chef nommé Harald et qui le tient pour un égal. Et lors de l'entrevue entre les deux états-majors, les Vikings reconnaissent dans la suite du roi de France un comte qui a participé à l'assassinat de Guillaume Longuepée. Leur rage éclate, il y a une échauffourée et 9 comtes francs sont tués. Et à l'issue de ce combat, le roi de France est capturé et Harald va exiger du roi de France qu'il donne à nouveau la Normandie au petit-fils de Roland. Et il est précisé que désormais, lorsque le duc de Normandie rencontrerait le roi de France, le duc aurait le droit de porter son épée, tandis que le roi de France n'aurait pas le droit de porter la sienne, ni même une dague, ce qui relativise la notion de vassalité entre France et Normandie. Bref, cet Harald venait de sauver la Normandie. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde scandinave, les historiens ne savent pas de qui il s'agit. Et dans les îles britanniques, c'est pareil, cet homme n'appartient pas au monde britannique. Les auteurs normands, Guillaume de Jumièges et Dudon de Saint-Quentin, qui écrivent 2 siècles après les faits, parlent de lui en disant juste que c'est un prince danois. Et les seuls à donner des précisions sont Richard de Reims et Flodoard, qui sont justement contemporains des événements, et qui donnent une information absurde. Ils disent « Abgroldo qui Bayosensibus praerat » Harold qui commande Bayeux. Et comme cette information est absurde, parce que comment voulez-vous qu'un seigneur de Bayeux, qui est a priori un seigneur subalterne du comte de Rouen, puisse posséder une flotte, être connu du roi de France, négocier avec lui, le capturer et obtenir à nouveau la refondation de la Normandie. Ce pouvoir est sans proportion avec celui d'un petit chef de Bayeux. Et c'est pour ça que 2 siècles plus tard, les auteurs normands ne reprennent pas cette information qui est absurde. Par contre, si au lieu de dire qui Bayosensibus praerat, on lit qui Bayonensibus praerat, à une lettre près, Harald n'est plus de Bayeux, mais de Bayonne. Bayonne qui est la capitale de la Gascogne scandinave. Et là, tout d'un coup, ça prend du sens. Alors, la confusion Bayeux-Bayonne, elle est explicable. À une lettre près, c'est le même mot. Et il est clair que tant qu'on utilisera le latin, les confusions entre Bayeux et Bayonne seront permanentes. Les évêques de Bayeux seront enterrés à Bayonne et inversement dans les textes. C'est une confusion qui est systématique et très régulière. Il y a 5-6 occurrences de confusion entre les deux noms dans les textes latins. Et la confusion est d'autant plus légitime que Richard et Flodoard, qui sont francs, ne connaissent pas Bayonne. Ils ne connaissent que le nom latin de Bayonne, qui est Lapurdum. Bayonne est un nom qui n'est pas encore créé à cette époque, qui est a priori un nom scandinave, hein, c'est le prénom Björn. Et donc forcément, quand ils lisent Bayonensibus, un nom qu'ils ne connaissent pas,
ils le transforment à Bayonensibus, un nom qu'ils connaissent et normand qui plus est. Donc la confusion est parfaitement explicable. Mais donc là, en 945, on aurait l'intervention du seigneur des Vikings de Gascogne qui se porte au secours de son cousin, le comte de Normandie, le duc de Normandie, qui est en grande difficulté. Et 20 ans plus tard, le jeune Richard est à nouveau en difficulté, en 965, et de nouveau, Harald vient avec sa flotte au secours du duc de Normandie. Cette fois-ci, il remonte la Seine jusqu'à Jeufosse, près de Mantes-la-Jolie, dans l'île même d'où Björn avait ravagé tout le bassin parisien un siècle plus tôt. Donc cette continuité dans les tactiques laisse penser qu'ils sont bien évidemment issus de la même famille. On ne change pas une équipe qui gagne. Et donc cet Harald va ravager le bassin parisien comme l'avait fait son aïeul un siècle plus tôt, et les Francs vont crier grâce. La paix va être ramenée entre la France et la Normandie, et pour la seconde fois, Harald venait de sauver la Normandie qui aurait pu disparaître dès cette époque. Et donc on voit que la Normandie a survécu, mais surtout parce qu'elle a eu de la chance. Et cet épisode va être intéressant parce que, après avoir être venu sur la Seine, cette flotte va repartir. Et elle ne va pas prendre la direction de la Scandinavie, ni celle des îles britanniques, mais elle va prendre la direction du sud. Et on la voit réapparaître 3 années plus tard, en 968, et une flotte de 100 navires qui attaque la Galice, et dont les textes nous disent qu'elle vient de la Seine. Et cette flotte est manifestement celle qui était à Jeufosse 3 ans plus tôt. Or, son chef n'est plus Harald, mais un certain Gondred, et donc on doit supposer qu'Harald a quitté la flotte entre l'embouchure de la Seine et la Galice. À mon avis, on peut estimer qu'il est descendu à Bayonne, où se trouvait la principale base scandinave en Gascogne. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que des Vikings de Gascogne iraient attaquer les lieux saints? Alors, j'expliquais, la diplomatie viking en Gascogne, qu'aucun historien n'a jamais étudié, puisqu'une entité politique en Gascogne est inimaginable pour la plupart d'entre eux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 795, les textes arabes nous le disent, ils sont alliés avec le roi des Asturies. Et cette alliance avec le roi des Asturies contre les Sarrasins ne se démentira jamais. Or, par le jeu des alliances, le roi des Asturies était devenu roi de Galice en 965. Or, il se trouve que l'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle et le parti catholique de Galice étaient très opposés à ce que ce roi asturien, allié des païens de Gascogne, devienne le maître des lieux saints. Ça leur paraissait incongru. Et en 966, Sanche le Gras, donc le roi des Asturies, est assassiné, il est empoisonné par le comte Menendez de Galice, vraisemblablement sur ordre de Cisnando, l'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle. Or, on le sait, les Vikings détestent qu'on assassine leurs alliés. Et donc en 968, lorsque Gundred arrive avec une flotte de 100 bateaux, ce n'est pas pour piller. D'ailleurs, l'attaque va durer 2 années et va toucher 18 villes. Les Vikings vont prendre 18 villes. Il s'agit véritablement d'une tentative de conquête de la Galice. Et ce sont des représailles après l'assassinat de leur allié Sanche le Gras. Sanche le Gras a un fils, eh bien les Vikings sont en train de conquérir la Galice pour la confier au fils de Sanche le Gras. Alors les affaires vont se compliquer pour les Vikings. Au cours d'une bataille, ils vont tuer Cisnando, l'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui est une mort symbolique, mais qui va avoir une conséquence politique très importante. Et quelque temps après, une armée de secours venue de Navarre est commandée par Guillaume Sanche, un chevalier gascon, il s'agit en fait du comte de Gascogne, va venir jusqu'en Galice pour affronter les armées de Gundred et vont battre ces armées et tuer Gundred. Et cette bataille des Gascons contre les Vikings va mettre fin à l'offensive viking qui durait depuis 2 ans en Galice. Et donc, lorsque le comte de Gascogne revient victorieux en Navarre, eh bien, il dit à la reine de Navarre, Urraca, qui était très catholique, voilà, depuis toujours tu me dis que les Vikings sont tes alliés et qu'ils vont se convertir au christianisme, qu'ils sont de bonne foi. Moi je t'affirme qu'ils sont soumis au Christ en apparence.
puisque de vrais chrétiens n'auraient jamais attaqué les lieux saints, ni exécuté un évêque. Et donc c'est bien la preuve que toute leur conversion et toute leur manifestation de bonne volonté chrétienne, c'est du mensonge pur et simple, et n'ont jamais eu l'ambition de se convertir. Et la reine de Pampelune, qui était alliée avec les Vikings depuis un siècle, depuis 858, la capture du roi de Pampelune, cette reine de Pampelune était un allié puissant. Elle avait des mines d'or, elle avait des mines d'argent, elle avait une route entre Tarragone et Fontarabie sur laquelle elle commerçait et touchait des droits de douane. Elle avait également une armée aguerrie qui combattait contre les armées de l'émir de Cordoue. Et donc, c'était un royaume très puissant. Et effectivement, l'avoir comme allié, c'était impeccable pour les Vikings. Par contre, le jour où, en 971, elle épouse le comte de Gascogne, eh bien, elle va également épouser l'Écosse de son mari. Or, son mari prétend reconquérir la Gascogne dans le cadre d'une reconquista. Il dit ce sont des païens, il a éliminé l'évêque Léon en 892, et il dit à sa femme, il faut reconquérir la Gascogne et la débarrasser de ces renégats, tout comme toi tu te bats contre les Sarrasins qui occupent l'Espagne. Et donc la puissante reine de Pampelune va faire volte-face, elle va cesser d'être alliée avec les Vikings de Gascogne pour devenir leur adversaire. Un adversaire terrible en l'occurrence. Et alors en 971, les Gascons et Navarrais ne passent pas tout de suite à l'offensive, ou en tout cas leur offensive est très limitée, car les Vikings de Gascogne sont puissants, ils sont forts. On a vu qu'en 892, ils étaient capables de mobiliser 16 000 hommes pour aller attaquer le château de Montpensier. Et donc ils ont une armée aguerrie qui opère dans toute l'Europe. Et le comte de Gascogne va attendre le moment opportun, et ce moment opportun semble être arrivé dans les années 980. Il y a des combats au sud du Portugal et en Angleterre, et a priori on peut penser que le corps expéditionnaire de Gascogne est parti sur ces deux théâtres d'opération. Et c'est évidemment ce départ que le comte de Gascogne attendait, et en 982, la reine et le roi et le comte de Gascogne se lancent à l'offensive et vont affronter les troupes vikings restantes en Gascogne. Donc on peut penser qu'il y avait beaucoup de soldats âgés, de soldats estropiés, de femmes qui vont se battre contre les Gascons, et ce sont ces troupes qui vont être vaincues par le comte de Gascogne lors de la bataille de Thalès en 982 sur le gué de l'Escourion. Et cette bataille mettra fin à la domination scandinave en Gascogne. Alors les Vikings ne vont pas repartir, ils avaient des places fortes, donc on peut penser qu'ils ont négocié leur reddition. Et le comte de Gascogne va refonder l'abbaye de Saint-Sevé en 988, et il va la doter richement en terre, et va donner l'abbaye à Rome. Alors pourquoi autant de générosité? Eh bien on sait que le comte de Gascogne était en conflit avec Rome depuis l'assassinat de l'évêque Léon en 892. Il avait créé sa propre église séculière avec ses propres évêques et ses propres abbés, court-circuitant complètement Rome. Maintenant qu'il avait fini sa reconquista en Gascogne, il était temps de normaliser ses relations avec la papauté et offrir cette abbaye à Rome était un moyen d'enterrer la hache de guerre, entre guillemets. Ceci dit, le comte de Gascogne n'emportera pas au paradis, puisqu'il aura 2 fils, 2 filles. Ces 2 fils lui succéderont et mourront tous les 2 sans avoir d'héritier. Et finalement, c'est une de ses filles qui hérite de la Gascogne. Et en 1032, la Gascogne tombe dans l'escarcelle du duc d'Aquitaine, qui est l'époux de sa fille Brisque. Et c'est ainsi que la Gascogne est intégrée définitivement à l'Aquitaine ducale, et ainsi disparaît la Gascogne. Et en fait, une légende veut que ce soit le comte de Gascogne qui a assuré l'indépendance de la Gascogne. On n'a aucun témoignage dans ce sens. La certitude qu'on a, c'est que lorsque Björn va à Verberie, il obtient par traité quelque chose. Ce quelque chose, ce sont des terres, et il s'agit a priori là de l'acte de naissance d'une Gascogne indépendante après la période franque. La Gascogne avait été déjà indépendante un peu avant. Et cette indépendance de la Gascogne par rapport au royaume de France
va durer jusqu'en 982, mais dans un cadre scandinave. Après 982 jusqu'en 1032, pendant 50 ans, la Gascogne sera véritablement indépendante du royaume de France. Mais ceux qui ont encore créé cette Gascogne indépendante, ce ne sont pas les comtes de Gascogne, ce sont en fait les Vikings de Gascogne qui, pendant près de 2 siècles, auront la haute main sur toutes les étapes et toutes les opérations des invasions en Occident. Et la Gascogne va disparaître au bout de 142 années de présence. Il faut voir qu'elle a cumulé les revers, les coups de pas de chance. Le premier coup de pas de chance, ça a été l'exécution de Léon à Bayonne en 892. Sans cette exécution, ils auraient pu devenir chrétiens. Ça a été aussi l'exécution, la même année, en 892, de Catillus, alias Kétil, dans la cathédrale de Limoges. Si le chef de Viking gascon était devenu chrétien, à ce moment-là, ils auraient intégré la chrétienté. Et en fait, le sort de la Gascogne scandinave va se jouer en 892, puis dans les années 970, quand ils vont éliminer Cisnando, l'évêque de Saint-Jacques-Compostelle. Et en fait, on voit que la Normandie va survivre par des coups de chance, l'intervention de reprise de Harald, et la Gascogne va disparaître par des coups de malchance. Et en fait, avec le recul, on se dit, en histoire, il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui n'ont pas de chance. La Normandie a eu de la chance, la Gascogne scandinave n'en a pas eu.